Bon, bonjour, moi je suis Sébastien Giordano, je travaille à l'IGN, donc c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et je vais vous présenter en fait comment on a mis en place des méthodes d'intelligence artificielle pour produire un produit qui s'appelle l'occupation du sol à grande échelle. Donc d'abord on va regarder des choses plus de production, donc quel réseau on a entraîné, comment on les a entraînés, comment on construit ce produit à base d'intelligence artificielle. Ensuite, on va regarder comment on améliore ce produit. Donc nous, une amélioration en interne, mais aussi on s'est tourné vers des défis scientifiques en fait, et de l'ouverture de données pour pouvoir améliorer nos méthodes IA. Et enfin, toutes les données qu'on produit, elles sont en open data. Donc je vais vous montrer pour l'instant tout ce qui est ouvert et ce qu'on partage en fait aux utilisateurs. Alors d'abord, le produit, le besoin en fait, c'est de produire ce qu'on appelle l'occupation du sol à grande échelle. Donc c'est une base de données qui est généralisée en fait, donc en urbain. Le plus petit élément, il fait 500 m² et 2500 m² en zone rurale. Et il y a deux nomenclatures, il y a deux notions. Il y a la notion d'occupation. Donc on a 14 classes qui décrivent l'occupation. Par exemple, un jardin, c'est une surface herbacée. Un champ de luzerne, c'est une surface herbacée. La pelouse d'un aéroport, c'est une surface herbacée. Et ensuite, après, on a 19 classes qui décrivent l'usage, c'est à quoi ça sert. Donc par exemple, dans mes exemples, l'usage est agricole pour un champ de luzerne. La surface herbacée de mon jardin, c'est l'usage résidentiel. Si c'est dans le cadre d'un aéroport, c'est l'usage transport, etc. Donc ça, c'est important. Il y a deux notions, la notion de couvert et la notion d'usage. Pour l'instant, l'IA va s'appliquer uniquement à la notion de couvert, en fait. Alors ça, le besoin aussi, c'est que cette base de données, elle intervient dans le cadre des lois climat et résilience. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler de l'objectif zéro artificialisation nette. Donc il y a des lois qui fixent des objectifs qui disent qu'en 2050, on ne pourra plus artificialiser, plus construire, si on ne désartificialise pas à certains endroits. En fait. Et il y a un objectif aussi de réduction de moitié du taux d'artificialisation dans les 10 ans. Et donc le produit qu'on a vu avant, c'est l'outil de mesure en fait, qui va permettre de mesurer qu'est-ce qui est artificialisé, qu'est-ce qui n'est pas artificialisé, pour voir les flux d'artificialisation et respecter ces objectifs. Et du coup, il y a des décrets qui vont sortir là, justement, pour savoir comment on mesure l'artificialisation, en fonction de ce que je vous ai dit avant, la couverture et l'usage. Donc par exemple, on voit avec mes cas d'avant qu'une surface herbacée dans un usage résidentiel, un jardin, c'est considéré comme artificialisé, et une surface herbacée à vocation agricole, à usage agricole, c'est non artificialisé. Ça va dans le sens justement de la densification des zones urbaines et pas de prendre sur les terres agricoles. Donc ça, c'est notre tâche en IA. Donc nous, on va essayer de faire cette base de données, en fait. Donc, la première chose qu'on était tenté de faire, parce qu'on avait déjà produit cette base de données sur d'autres zones, c'est de faire ce qu'on appelle de la classification en intelligence artificielle. Donc on va essayer de donner une classe à chaque objet dont on connaît déjà les limites. Ça peut être une imagette, mais là, dans notre cas, c'est des polygones, en fait. Et ça, c'est une tâche qui est compliquée, parce qu'en fait, on a une grande différence en fait, entre des petits objets et des grands objets. Donc ça veut dire rééchantillonner sous forme d'imagette chaque objet. Donc si on ne veut pas perdre en résolution spatiale, on va faire exploser la taille du jeu de données. Et en plus, dans les classes de couvert, il y a des notions de seuil. En fait. Par exemple, une forêt, il faut qu'il y ait 25% de ligneux. Une surface herbacée, il faut qu'il y ait 25%, plus de 25% d'herbe. Donc à 26%, je suis une surface herbacée. À 24%, je suis une zone sol nu. Idem, je suis une forêt à 26% et je ne suis pas une forêt à 24%. Donc ces notions de seuil, elles sont très difficiles à apprendre avec des méthodes de classification en intelligence artificielle. Donc on n'a pas formulé la tâche IA au niveau du produit final, mais à un niveau intermédiaire en fait. Donc on s'est tourné plus, pour ceux qui connaissent, sur des méthodes de segmentation sémantique. Donc le but de la segmentation sémantique, c'est de prédire l'appartenance de chaque pixel à une nomenclature d'occupation du sol, qui n'est pas la nomenclature finale, qui est une nomenclature qui est plus relative à la taille du pixel. Donc on a 16 classes, donc c'est ce qu'on voit à côté, là, donc bâtiment, zone perméable, zone imperméable, piscine, sol nu, feuillus, conifères, vignes, etc., pelouse, culture. Et donc ça, c'est ma tâche. Donc un pixel pour nous, on se base sur le produit BD Ortho de l'IGN, donc c'est 20 cm de résolution spatiale. C'est-à-dire qu'en fait, le plus petit objet qu'on peut voir, il est de la taille de 20 cm. En fait. Donc ça, c'est notre tâche, une tâche de segmentation sémantique. Donc on va se tourner vers des réseaux classiques de segmentation sémantique. Donc c'est les réseaux encodeurs, décodeurs. Donc là, on a un UNet, en fait. Donc c'est un peu le réseau, la baseline classique. Donc on va essayer de l'entraîner à prédire sur des vignettes ce qu'on veut, c'est-à-dire les 16 classes d'occupation du sol. Donc ça, c'est l'architecture qui est actuellement en prod, avec un encodeur qui est un petit peu ancien. Donc l'encodeur, c'est la partie à gauche, là, qui va permettre d'apprendre automatiquement les descripteurs qui décrivent votre problème. Et la partie décodeur va prendre
à passer des descripteurs appris à nos classes. Donc ça, il est un petit peu ancien. Et on va voir aussi dans la suite, on a remplacé l'encodeur par un encodeur ResNet 34. Donc on va mettre nos points un peu différemment. Donc les deux, ils sont à peu près à 30 millions de paramètres. Mais le fait d'enchaîner ici les convolutions à très faible résolution spatiale, ça va faire quelque chose qui est assez intéressant pour nous, c'est augmenter le receptif des modèles. C'est-à-dire que ce modèle-là, pour prédire un pixel, il va se baser sur une vignette de 380 par 380 pixels. Il va avoir accès à pas mal de voisinage autour de lui, alors que celui d'avant, plutôt 140 pixels. Et cette notion d'apprentissage du contexte, c'est très important pour nous, en fait, en information géographique, dans notre tâche. Donc voilà, après, on va prendre les modèles, en fait. Donc en entrée, nous, c'est des images, donc des images couleurs qui sont prises avec des avions, pour faire le produit Bederto. Mais on a 5 dimensions, en fait. On a aussi un canal infrarouge, et on a aussi un canal élévation, en fait, qui est créé à partir de la prise de vue, qui permet de mesurer la hauteur des objets. Il nous faut des annotations, on verra après comment on les produit. On entraîne des modèles et on a nos modèles IA. Et l'entraînement des modèles, c'est fait par époque, c'est itératif. Et on va s'arrêter au meilleur modèle pour ne pas faire de surapprentissage. C'est les petits graphiques qu'il y a en dessous. Alors notre principal verrou à nous, dans cette tâche, c'est la généralisation des modèles. En fait, on veut un modèle qui s'applique France entière. Donc peu importe le type de paysage, si je suis dans le nord de la France ou dans le sud de la France, et peu importe la date de prise de vue. Parce que nos prises de vue aériennes, en fait, elles peuvent être faites de avril à octobre. Donc si je prends l'exemple d'un champ de maïs, il n'a pas du tout la même apparence en avril, en juillet ou en octobre. Et aussi, on a un problème spatial, c'est-à-dire que si je m'intéresse aux bâtis, les bâtiments dans le nord de la France, ils vont plutôt avoir des toits gris, dans le sud des toits en tuiles rouges. Les bâtiments industriels et les bâtiments résidentiels n'ont pas la même apparence. Du coup, il faut apprendre toutes ces apparences et il faut trouver des descripteurs dans le modèle qui soient robustes à toutes les apparences et à toutes les dates de prise de vue. Donc ça, c'est le gros challenge en fait, qu'on avait. Donc, par exemple, au début, on avait fait un premier test sur le département du Gers qui était très bon. Il y avait 83% des pixels qui étaient bien classés avec une nomenclature de 16 classes. Mais si on utilise ce modèle directement pour classer d'autres départements en France, le modèle il s'écroule en fait. Et on va perdre par deux sur la précision de classification. En fait. Donc on ne pouvait pas utiliser cette méthode. Donc comment on a fait ? On a fait la force brute, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait des annotations, c'est-à-dire on a sur 2500 zones France entière, on a créé ce que l'algo devait prédire, en fait, nos annotations. Et donc ça sur 63 départements. Donc ça représente 2500 km² et ça représente, on le verra après, je crois 65 milliards de pixels annotés. Donc pour faire ça, en fait, on s'est appuyé sur des algos qu'on maîtrise de segmentation géométrique. On n'a pas labellisé chaque pixel. On a découpé l'image en zones homogènes. Là, on ne le voit pas, mais en plus, avec une notion de hiérarchie, en fait, avec des segmentations qui s'emboîtent. Et on a un outil qui permet d'annoter ces polygones, et aussi en multi-résolution, là, pour d'abord annoter grossier puis fin, ou l'inverse. Et ensuite, après, on a découpé, on a rasterisé ces annotations, on les a découpées en vignettes, et ça fait nos jeux d'apprentissage pour le deep learning. Donc en gros, on va avoir ici, par exemple, 250 000 vignettes. On va avoir comme observation le canal rouge, vert, bleu, infrarouge et l'élévation. Et là, sous la forme d'images, donc à 8 bits. Et ensuite, après, ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire le label 16 classes, parmi une nomenclature de 16 classes. Une fois qu'on a appris ces modèles, on va pouvoir passer à l'inférence. Donc là, maintenant qu'on a des modèles France entière, peu importe où on est en France, on a nos images de la baie d'Orto, on peut inférer ces modèles, faire la détection, et on a des cartes de prédiction, qui sont des cartes brutes, par inférence du modèle IA. Donc moi, sur une zone qui n'était pas dans mes zones d'apprentissage, j'ai inféré le modèle, et je me retrouve ici avec la prédiction de ce qu'a appris le modèle France entière. Donc ça, je les détaille un peu parce que c'est un des produits qu'on ouvre après. Donc ce que va prédire le modèle, c'est entre guillemets une probabilité, parce que ce n'est pas vraiment calibré pour l'instant comme une probabilité. Mais ici, si j'ai deux zones, le modèle a 255 points à répartir en fait, sur 16 classes. Et il va les répartir, donc, par exemple, pour le point A, ici, sur ce bâtiment ici. Donc il est sûr à 100% que c'est du bâtiment. Et si on prend ici le point B, où c'est une transition un petit peu entre une surface bitumée et une surface pas bitumée, le modèle, en fait, il a hésité, il ne sait pas trop, donc il pense à 170 sur 255 que c'est une surface non bitumée, mais à 85 sur 255 que c'est peut-être bitumé, mais clairement, ce n'est pas les autres classes.
Donc ça, c'est justement, en fait, c'est le résultat, là, c'est le softmax, en fait, c'est le résultat de nos probabilités, donc, qui vont nous servir ensuite, après, comme produit intermédiaire. Donc ce produit-là, après, on va le prendre l'argmax, en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre la classe la plus probable, donc celle qui a remporté le plus qui a la probabilité la plus forte. Et on va voir, par exemple ici, sur ce cas-là, celui qui avait la probabilité la plus forte, c'était la classe feu U, et donc il pense que c'est vraiment du feu U. Et donc là, maintenant, j'ai un canal, j'ai un raster à un seul canal qui donne la classe la plus probable. Avant de passer aux métriques, là, du coup, on était sur Nantes, donc j'ai fait quelques inférences du modèle sur des zones un petit peu dans le département ici. Donc là, on a le centre de Nantes, donc nous, on est par là, la Cité des Congrès, c'est ici, là. Donc on voit ici les classes, donc en rose, là, c'est les bâtiments, mais après, on voit que ces produits peuvent avoir pas mal d'importance, notamment ceux qui vont travailler, je ne sais pas, sur la végétation en ville pour les îlots de chaleur, sur les surfaces qui sont perméables ou non perméables, aussi pour les îlots de chaleur, sur les surfaces non perméables qui sont herbacées ou non herbacées. On voit qu'on peut avoir une information très fine à utiliser. C'est bruité quand même, parce qu'il y a toujours des erreurs, c'est le résultat automatique, mais c'est un produit qui est assez intéressant. Donc là, un autre exemple sur l'aéroport de Nantes. Donc là, on a des bâtiments plus gros, donc on voit qu'il a quand même réussi à bien généraliser. Quand il était au milieu du bâtiment, il n'était pas trop perdu, il s'en est bien sorti. On a aussi appris l'algo à être robuste à des classes qui ne sont pas dans nos classes, par exemple les ombres, les voitures et tous ces objets mobiles, en fait. Donc dans les données, comme il y en avait beaucoup, il a appris justement à classer ce qu'il y avait sous les voitures et ce qu'il y avait dans les ombres. Là, c'est Saint-Nazaire, encore une zone un petit peu urbaine et un peu périurbaine. Et après, on va passer un petit peu sur des zones naturelles, donc avec plus culture, pelouse, les ligneux en vert foncé, donc les arbres. Voilà, là ici, c'est plus... vraiment, c'est au bord de mer, je crois, dans l'ouest. Et une dernière, plus sur le PNR de Brière, là. On voit tous les cas d'usage qui peuvent être bâtis justement avec ces données intermédiaires. Donc, comment on va évaluer ces modèles IA ? On a fait de la validation croisée. Donc, on avait 2500 km² d'annotation. On les a mis dans 5 sacs qui correspondent à des folds. À chaque fois, on a pris 3/5 pour entraîner le modèle, 1/5 pour valider. Valider, ça veut dire choisir pendant l'apprentissage le modèle qui est le meilleur. Et 1/5 qui est caché pour calculer les métriques. Puis on fait tourner ces partitions à chaque fois. Donc on a 5 modèles avec chaque fois le test qui change. On peut sommer des matrices de confusion et produire des métriques indépendantes du train France entière sur toutes nos données. Donc voilà, c'est classiquement par validation croisée. Ça s'est fait à l'échelle de chaque département. Donc on voit qu'actuellement, France entière, ça c'est le modèle qui est en production, la première ligne. Et le deuxième, c'est le modèle qui va peut-être le remplacer bientôt, même on va voir après, il y a un concurrent qui va peut-être le doubler rapidement. Donc on est à peu près à 75-76% d'overall accuracy, donc c'est-à-dire que 3 fois sur 4, il donne la bonne classe parmi 16 classes au pixel. Et donc la IOU, là, c'est une métrique classique en intelligence artificielle qui combine précision et rappel. Et on est à peu près à 60% de moyenne d'IOU, avec des classes qui marchent très bien. Par exemple, le bâti, 80% d'IOU, ça commence à être quand même pas mal sur un produit un petit peu brut comme ça. Les surfaces d'eau, même les ligneux, ça marche très bien. Et des classes qui marchent un petit peu moins bien, donc notamment les surfaces, les arbustes, là, les broussailles, c'est pas terrible. On va encore s'améliorer. Et des classes qui marchent pas bien du tout, comme la neige et les coupes forestières, pour 2 raisons différentes. On n'a pas assez d'annotation neige pour l'instant, on est en train d'en saisir. Et les coupes, c'est un peu différent. C'est une classe qu'on pense enlever parce qu'elle n'a pas vraiment une bonne définition. En fait, c'est un peu un ensemble en fait, de broussailles, de ligneux et de sols nus. En fait. Donc, c'est un peu une métaclasse qui n'a pas vraiment de sens, mais bon, c'était le besoin initial. Je vais peut-être passer, parce qu'il y a des questions, là c'est plus pour savoir quels sont les types de confusion, donc je pense que je ne vais pas avoir le temps, donc il y a des questions après, je vais le passer, mais bon, voilà, donc il faut avoir une bonne diagonale et on pourrait avoir les types de confusion. Donc ça c'est le produit, on va voir qu'on va ouvrir en fait, le produit brut de prédiction du modèle, et nous après, dans la chaîne de production de l'OCSGE, donc le produit qui est généralisé cartographiquement, cette donnée on va la vectoriser, on va passer du raster, de la grille de pixels, à une notion géométrique, donc vecteur. Et ensuite, après, on va l'assembler avec des bases de données
qu'on a par ailleurs à l'IGN, par exemple la base de données topographique qu'on met à jour en continu avec d'autres processus, ou la base de données des forêts, et on va produire en fait le produit qu'on a vu avant, l'occupation du sol, tout automatique. Donc l'IA en fait nous permet de faire un produit vecteur automatique et il est combiné avec d'autres bases socles références de l'IGN pour produire cette occupation du sol à grande échelle. Donc le fait de mettre de l'IA dans la chaîne de production, parce que cette chaîne de production, elle existait, on faisait tout en photo-interprétation, en fait, hein, on donnait à la main, photo-interprète, donnait les 15 classes de couverts. Donc le fait de pré-remplir avec l'intelligence artificielle, ça nous a permis de gagner, donc on est passé de 40 à 60 km², donc selon les départements, parce que c'est plus ou moins facile de faire le produit, à 20 à 25 km². Et on mettait 30 mois à produire la base de données, puisqu'en fait, après, il y a plein de contrôles, il y a de l'interaction avec les utilisateurs qui peuvent aussi contrôler la donnée. On est passé de 30 mois à 11 mois, donc on a réduit par 3 le temps de production des bases de données. Donc en faisant cette couche d'IA et en limitant les taux de photo-interprétation, et aussi, une fois qu'on a fait un premier midi, après, on va faire du changement. Donc en fait, on va justement mettre à jour la donnée uniquement dans les zones dont on pense qu'elles ont changé. Donc ça nous a permis aussi de cibler des zones à mettre à jour. Donc tout ça, ça nous permet de gagner pas mal dans la production. Donc ça, c'est comment on a mis en place l'IA, comment on fait la chaîne de production. Maintenant, nous, on a essayé de travailler sur améliorer ces modèles d'intelligence artificielle. Alors, le plus important, en vrai, c'est les données, en fait, c'est les annotations, si on veut améliorer un modèle d'intelligence artificielle. Donc, on a une boucle d'enrichissement de nos annotations, ciblées par l'endroit où le modèle ne marche pas bien, et on essaye d'enrichir ces données. Donc, on voit qu'on est passé de 13 milliards de pixels à 65 milliards de pixels. Donc là, maintenant, on a 2600 km² d'annotation, et on a encore 300 ou 400 qui vont arriver, ciblés justement sur les classes qui ne marchent pas bien. Et si on regarde... on est autour de 65, là on passera je pense à un peu plus de 70 milliards de pixels annotés. Et en termes de vignettes de 512 par 512 pixels, on a à peu près entre 250 000 vignettes de 512 par 512 pixels. C'est quand même beaucoup en fait, en termes de quantité d'annotation. Et ça représente 75 domaines, donc 75 départements, donc type de prise de vue. Donc, on a pris la notion de domaine. Et on voit classiquement que plus on accumule de la donnée, plus on améliore nos modèles. Là, c'est les l'IOU de chaque classe. Et les premières barres, c'est la moyenne des IOU. Donc on gagne par classe en faisant ça. Donc maintenant, après, la question, ça, c'est on accumule des données, on va essayer de faire du sampling aussi, c'est-à-dire essayer de se séparer d'une partie des données parce qu'on en a trop sur certaines classes pour pouvoir suréchantillonner ou dupliquer de la donnée sur les classes qui sont moins représentées. Et aussi essayer d'améliorer via ces méthodes de sampling la donnée. Ensuite, le deuxième axe d'amélioration, c'est changer les architectures. Donc là, on voit que passer de l'encodeur VGG16 à l'encodeur SNet34, donc la première barre, c'est image RVB, la deuxième, plus l'infrarouge, troisième, c'est 5 dimensions avec l'élévation. Et le fait de changer d'encodeur, en fait, ça nous permet, par exemple, de gagner plusieurs points de MIOU. Donc ça, c'est lié justement au receptive field, le fait de voir plus large autour de soi. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est-à-dire que le poids, les modèles IA, on peut partir du hasard, c'est-à-dire qu'on a 30 millions de paramètres à mettre à jour, à déterminer. Donc on part de 0, et donc c'est le modèle de l'aléatoire, c'est le modèle qui va déterminer en fait ces paramètres. Mais on peut aussi utiliser des modèles préentraînés. Donc, par exemple, on a ImageNet, donc qui nous permet de partir de poids pour d'autres tâches. C'est détecter des chats, des chiens et des choses sur des images. Donc on va prendre ces poids, on va dire que notre encodeur c'est ça, et on part de cette solution. Et ça fait gagner beaucoup. Donc là on voit par exemple, on va en gagner 10 points d'IOU en fait, en moyenne, en changeant d'architecture de réseau et en préentraînant le réseau avec ImageNet. Et on voit que là c'est l'effet du préentraînement en fait. Et on voit que toutes les classes, quasiment suivant l'architecture, il y a 2 architectures. Pour les 2 architectures, à part quelques cas particuliers, toutes les classes ont bénéficié du fait de préentraîner les modèles avec ImageNet. Donc là, on voit des images. Donc voilà, le fait de changer d'architecture et le fait de préentraîner. Et on voit que le réseau, il commence un petit peu mieux à généraliser. Donc par exemple, ici, les réseaux qu'on a, ils sont un peu bruités. Là, c'est des vignes.
Et donc là, on voit qu'avec le pré-entraînement, avec les réseaux avec large receptive field, on commence à avoir des prédictions qui sont beaucoup moins bruitées. Donc là, on le voit par exemple ici, où c'est une zone un peu littorale, où le réseau qui est en prod, il n'est pas pré-entraîné, il a un petit receptive field. Quand il est au milieu de la plage, il est perdu, parce qu'en fait, ça va être une vignette avec que du marron clair. Donc est-ce que je suis au milieu d'un parking? Est-ce que je suis au milieu d'une plage? Et le fait de, justement, améliorer le receptive field, on se retrouve avec des prédictions où il a compris, justement, que c'était une plage, donc une zone perméable, enfin du sol nu, pardon, parce qu'il y a de l'eau autour, et ça ressemble à du littoral. Ça, c'est nous, en fait, en interne, on n'est pas non plus beaucoup, et on travaille à améliorer ces données, mais en fait, on a une autre stratégie aussi, c'est qu'on a décidé d'ouvrir les données à la communauté scientifique pour qu'ils nous aident à améliorer nos modèles IA. Donc ça, on a fait des défis scientifiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la plateforme Kaggle, mais là, ce n'est pas la plateforme Kaggle, c'est la plateforme Codalab. Donc il y a un tiers des données qu'on a formatées pour le deep learning et qu'on a mis sous la forme d'un défi scientifique. Donc, c'est-à-dire les données téléchargeables gratuitement, du code pour reproduire nos modèles avec nos résultats et des data papers en fait, pour expliquer justement scientifiquement ce que c'est. Donc ça, c'est mon collègue Anatole Gariou qui gère ces défis scientifiques. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on a ouvert comme jeu de données. Il y a le premier, c'est exactement la tâche que j'ai montrée avant. On a essayé de voir si les gens pouvaient faire mieux. Donc il y avait 10 000 € à gagner, à partager entre les premiers. Ça s'est déroulé entre novembre et mars 2023. Et on a demandé aux gens d'essayer de battre le réseau, là, le UNet classique avec encodeur ResNet34 pré-entraîné avec ImageNet. On a eu 290 inscrits en fait, à ce défi scientifique, qui s'appelle FLAIR, le défi scientifique, je ne l'ai pas dit, donc FLAIR 1. 46 ont été actifs et ont fait des soumissions. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits pour récupérer la donnée, mais c'était aussi le but d'ouvrir les données. Et ces 46 participants, il y a eu 1600 soumissions, puisqu'en fait, nous, on cache du test, et du coup, ils peuvent faire beaucoup de soumissions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 46 membres qui ont été très actifs, avec des profils très différents, en fait, que ce soit des établissements publics ou des boîtes même internationales. Donc le gagnant, il nous a battu de plus de 11 points ou 12 points en MIOU, ce qui est quand même assez impressionnant. Ce n'est pas exactement les mêmes MIOU que tout à l'heure, parce qu'on a simplifié les classes un peu compliquées. On a fait que 12 classes au lieu de 16 classes, pour ne pas rentrer dans des classes où on n'avait pas assez de données pour apprendre. On a pris vraiment là, on avait plus d'annotations. Et les deux tendances qui ont été observées, c'est de faire de l'ensembling, c'est-à-dire de ne pas faire un modèle, mais d'entraîner des modèles différents et de fusionner la prédiction des modèles, et remplacer nos encodeurs par des modèles d'attention, en fait, donc des encodeurs basés sur l'attention, les transformers, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi l'encodeur apprend à se focaliser sur des parties de l'image, et donc ça aussi, ça améliore pas mal nos modèles IA. Donc là, juste pour l'idée du premier, en gros, il a pris un encodeur par ResNet34, mais qui se base sur l'attention, une architecture qui ressemble un peu à UNet quand même. Il a entraîné plusieurs modèles avec les images couleurs infrarouges, les images couleurs et l'évaluation. Il y a du test sur lequel il devait prédire les données. Il ne savait pas du tout c'était quoi, parce que nous, on lui cache la référence pour évaluer les métriques. Donc lui, il a utilisé ces modèles pour prédire sur le test. Et ensuite, après, il a utilisé ses prédictions, ça s'appelle du pseudo-labeling, pour réentraîner des modèles sur le test. Et il a combiné ces modèles sur le test préentraînés par pseudo-labeling avec les autres modèles, et il a fait une prédiction finale. Donc ça, c'est un peu l'idée du gagnant, qui est peut-être de faire de l'attention et du pseudo-labeling. Donc il a appris en fait le modèle à être bon sur le test, en fait, finalement. Finalement, il a traité le sujet qui était de l'adaptation de domaine, et essayé justement de s'adapter en fait à des domaines qu'il n'avait pas vus, radiométriques. Et donc voilà, pareil, il y a plus 13 points de MIOU et toutes les classes. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que cette archi-là, les gagnants sont obligés de partager leur code. Donc nous, on a reproduit les résultats pour être sûr que c'était les bons résultats. Et maintenant, sur nos données France entière, on fait l'évaluation croisée. On est en train d'évaluer cette méthode. Donc effectivement, ça a l'air bien meilleur. Et donc sûrement qu'on va l'industrialiser en fait dans notre chaîne de production pour remplacer nos modèles actuels. Donc c'est pour montrer la démarche en fait du défi scientifique. Et donc là, il y a un deuxième flair, en fait, il y a un deuxième défi scientifique. Donc le deuxième défi scientifique, c'est que du coup, actuellement, on se base que sur les données à très haute résolution spatiale, c'est la baie d'Orto, mais on a aussi en fait l'Europe via le
projet Copernicus nous fournit des images à 10 mètres de résolution spatiale tous les 5 jours, en optique et en radar. Donc 20 cm une fois tous les 3 ans. Donc là, on va s'intéresser à la texture, à la forme des objets, etc. Un peu ce que nous, on fait avec notre œil quand on essaie d'identifier des objets. Et là, d'autre part, en fait, on a quelque chose qui est peu résolu spatialement, mais on a une trajectoire temporelle de la radiométrie. Et du coup, on va essayer d'apprendre justement des descripteurs qui sont liés au temporel, en fait. Et on va essayer de combiner les deux, en fait. Combiner série temporelle et très haute résolution spatiale. Donc, on a fait un jeu de données FLAIR 2 avec 20 milliards de pixels à noter, qui est un peu différent du FLAIR 1, enfin les zones choisies. Et on a ajouté à nos zones aériennes la série temporelle Sentinelle, en fait, avec des images optiques tous les 5 jours pendant un an. Et du coup, nous, on a fait un code baseline. Donc, c'est un modèle qui combine, en fait, une partie qui apprend le temporel, une partie qui apprend le spatial. Bon, le spatial, c'est ce qu'on avait avant, et qui combine ça. Donc, pareil, je pourrais rentrer dans les détails si on veut. Et du coup, là, je ne vais pas faire de retour, parce qu'il est toujours ouvert jusqu'à fin septembre. Ça va être un peu dur de participer, même s'il y a des gens qui n'ont rien à faire pendant la semaine qui arrive ou les 2 semaines qui viennent. Voilà. Et nous, notre baseline, par contre, le fait d'ajouter alors pour le même nombre de paramètres, quasiment, le fait d'ajouter une partie du réseau qui apprend le temporel, ça nous fait gagner, pareil, sur toutes les classes, quasiment 3-4 points, avec, par exemple, un plus 8 points sur les sols nus, ou un plus, par exemple, la distinction entre feuilles et conifères. On arrive mieux à la faire en ajoutant les séries temporelles en plus dans nos modèles IA. Donc ça, c'est prometteur. Après, il faudra voir comment on le met en place en production. Ça nécessite d'avoir les données satellites. Après, là, c'est la slide qui n'est pas très jolie, mais nous, ça nous a permis... Là, on a un modèle qui fait une tâche assez générique, en fait, qui prédit l'occupation du sol, 16 classes, c'est un truc assez exhaustif, France entière, et qui est robuste à la date de prise de vue, et qui est robuste au fait qu'on est dans le nord, dans le sud de la France, en littoral. Ça, il faut le voir, en fait, comme... ça s'appelle les foundation models, en fait. Ça peut servir, comme nous, on a pré-entraîné avec ImageNet, ça peut servir à pré-entraîner d'autres modèles. C'est-à-dire que là, on a 3 directions. On essaye maintenant d'entraîner des modèles pour d'autres tâches. Par exemple, on va essayer de détecter les haies, les bosquets ou les panneaux photovoltaïques, ou par exemple aussi de la détection de changement. Donc là, on va repartir de notre modèle qui sait faire l'occupation du sol France entière, comme modèle socle, pour pouvoir l'emmener à faire d'autres tâches. Et donc là, on n'aura plus besoin de saisir 2500 km² d'annotation. Peut-être que 100 ou 200 km², ça suffira. C'est les méthodes d'apprentissage par transfert, en fait, qui vont nous permettre d'aborder d'autres thématiques à moindre coût grâce à cet investissement dans ce modèle. Et aussi d'autres modalités. Donc on va essayer d'emmener le modèle qui classe les images aériennes à classer du satellite, par exemple du Pléiade ou du Spot. Et aussi, on l'emmène à classer des régions. Pour l'instant, on a fait la France métropolitaine, qu'on n'a pas fait encore les DROM. Donc là, on est en train d'acquérir des données sur les drones. Des DROM, donc on a besoin de moins, mais pour transférer le modèle France métropolitaine pour faire des modèles DROM avec des classes différentes et des apparences d'objets différents. Pour finir maintenant, l'ouverture et partage des données. Donc le premier truc à dire, c'est que tout ce qu'on produit via le projet, c'est en open data. Donc du coup, il n'y a pas de raison de garder les données. Donc c'est juste qu'on a décidé de commencer à ouvrir des données sur certaines parties des données. C'était des choix. Donc les données qu'on peut ouvrir, c'est des annotations brutes. Donc c'est des annotations format vecteur qu'on peut éditer. Donc ça, on pourrait avoir des... Si on raisonne en service, on pourrait se dire que les gens vont saisir aussi des annotations sur d'autres zones avec nos outils, qu'on va pouvoir les partager, qu'on va pouvoir peut-être générer des jeux de données deep learning à partir de nos annotations. Donc ça, pour l'instant, c'est des choses qu'on n'a pas ouvert, ces annotations brutes. Ensuite, après, on a les jeux de données pour le deep learning, c'est-à-dire que les annotations, on va les formater sous la forme de petites vignettes pour entraîner du deep learning. Et donc ça a été ouvert via les défis FLAIR qu'on a vus avant, c'est la slide d'après, mais du coup, il y a un tiers de nos données qui sont ouvertes et librement téléchargeables sur la page FLAIR pour ces données. Donc c'est le défi scientifique qui a aussi servi à partager la donnée. Ensuite, après, on a les prédictions brutes, là, nos prédictions, nos argmax, format raster et vecteur. Donc c'est la donnée intermédiaire qui sert à produire le produit O16G, qui lui aussi est en open data. Donc ces données intermédiaires, on a décidé d'en faire un produit et de les ouvrir aussi à tous les utilisateurs. Donc sous la forme d'un produit qu'on appelle COSIA, je vais vite le présenter après.
Et ce qu'on pourrait ouvrir aussi, c'est les modèles pré-entraînés. Voilà, on a plein d'archis, on a des modèles qui traitent le RVB, le RVB plus infrarouge, l'élévation, et dire, voilà, tous ces modèles, je les partage, et les gens peuvent les utiliser pour pré-entraîner leur modèle ou pour se faire des inférences, des détections avec leurs outils ou avec des outils qu'on peut diffuser avec. Donc pour l'instant, les modèles IA, on ne les a pas ouverts, les annotations, on ne les a pas encore ouverts, on a ouvert les jeux de données et les prédictions. Donc voilà, les jeux de données, donc c'est Flair. Donc là, pour l'instant, c'est sur cette page, la GitHub, qu'on peut télécharger justement les données Flair. Donc c'est à peu près 80 000 vignettes parmi nos 250 000 vignettes, 512 par 512 pixels. Et il y a le code pour reproduire les modèles, pour réentraîner le modèle baseline. Donc c'est le modèle UNET avec encodeur ResNet 34 et le modèle mixte, là, aérien satellite, avec les séries temporelles, à partir de ces vignettes. Et ensuite, après, le produit intermédiaire, donc c'est le produit COSIA, donc on a décidé de l'appeler comme ça, pour couverture du sol par intelligence artificielle. Et donc, toutes nos données intermédiaires, donc dès qu'on a une prise de vie aérienne, on va essayer de produire en tout automatique cette prédiction par le deep learning. Ça s'adresse plutôt à des utilisateurs qui n'ont pas peut-être les compétences de se faire ces prédictions avec du code IA. Donc, on va avoir les résultats du deep learning à utiliser. Donc, sur la France entière, il y a un démonstrateur, en fait, il y a le lien vers le démonstrateur. Il y a aussi une communauté qui commence à se créer là, pour échanger sur cette donnée. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que dès qu'on a une prise de vue, on va faire ces prédictions. Nous, ça nous intéresse aussi en interne à l'hygiène parce qu'il y a des produits qui sont mis à jour avec ces prédictions. Mais les utilisateurs, justement, qui, pour plein de cas d'usage, vont pouvoir utiliser ces données COSIA. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un webinaire sur COSIA. Alors, il n'y a pas le lien qui a été encore diffusé, mais ce sera le 10 octobre à 14h. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et on va vous présenter justement c'est quoi ce produit et qu'est-ce qui va être ouvert et le rythme de production des données. En fait. Et j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est ça. Bonjour. Oui. Est-ce que vous avez une estimation des erreurs sur les annotations? Alors sur les annotations, en fait, on a un processus de contrôle des annotations. Donc en fait, à chaque fois qu'on intègre des annotations, on contrôle et on a des cibles, je crois, de 95%. Donc en fait, on a une procédure qui sélectionne, 100 objets par classe en aléatoire, qui correspond justement à l'intervalle de confiance 95%, qui permet justement de s'assurer que nos annotations ont une certaine qualité. Donc forcément, il y a des erreurs dans les annotations. On a une procédure qui le mesure et on a fait des essais de saisie différentes. En fait, des zones ont été faits les mêmes par des opérateurs différents. C'est vrai qu'il y a un peu de différence. Donc, il y a des erreurs et on les a un petit peu mesurées. Mais, c'était par rapport au fait qu'après, est-ce que c'est des erreurs négligeables ou effectivement, après l'erreur du modèle, c'est peut-être dû aux erreurs des annotations? C'est souvent dû aux erreurs d'annotation. Par exemple, en fait, il y a une erreur classique, c'est en fait, on a une classe qui est de la classe des cultures, une classe des pelouses, en fait. Et souvent, c'est parce que les spécifications ont été pas bien expliquées. Et donc, en fait, une surface herbacée qui sert à faire un usage agricole intensif, là par exemple une pelouse de trèfle, c'est de la culture, alors que les zones non exploitées ou faiblement exploitées, c'est de la pelouse. Et en fait, cette notion d'usage dans le couvert, elle n'est vraiment pas bien. Et en fait, on se retrouve dans des annotations avec un petit peu les deux définitions différentes. Et le modèle a appris l'inverse des spécifications. Donc là, on est en train justement d'essayer de mettre à jour nos annotations. Après, il faut le voir comme un truc dynamique. Les annotations, on essaye de s'améliorer en fait. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser des encodeurs qui soient préentraînés sur des données qui soient plus proches des images aériennes? Non, on a essayé que ImageNet en fait. Et l'idée, ce serait justement d'avoir des... je sais qu'il y a pas mal de chercheurs qui commencent à travailler justement sur des modèles justement foundation sur des cas plus occupation du sol. Donc ça pourrait être fait soit en partageant
nos annotations. Par exemple, on pourrait partager tous les pays européens les annotations sur des images aériennes, essayer de faire des gros modèles qui connaissent un peu tous les types de prises de vue aérienne de l'IGN. Donc ça serait bien en fait, mais pour l'instant je crois qu'il n'existe pas. Et aussi avec du semi-supervisé, on pourrait faire ce genre de modèle. Donc, à ma connaissance, on est quand même, on a des papiers, on a comparé avec les modèles, on est quand même un gros jeu de données déjà. Donc je ne pense pas que pour l'instant il y ait encore un modèle sur étagère qui peut nous servir à mieux pré-entraîner que ce qu'on fait, mais ça va arriver, je pense. Je crois qu'il y a la NASA qui a ouvert un modèle PrimeVie il y a quelques semaines. Ouais, il faut qu'on regarde ça, mais effectivement, c'est ce qu'il faut faire en fait. Bonjour, je vous remercie pour la qualité de la présentation, c'est très clair. Je suis intrigué de savoir sur quelle infrastructure informatique vous avez fait tourner tout ça. Ah oui, alors, l'apprentissage, je crois qu'il y a des petits... Comme ça va faire une dédicace. On a utilisé le GENSI, en fait, le GENSE, en fait, c'est le cluster national du CNRS. Donc, où on a des heures gratuites pour les établissements publics et la recherche. Donc du coup, on a des crédits d'heures là-dessus. Donc là, c'est des milliers de GPU. Donc par exemple, pour donner un ordre de grandeur, là, nos modèles de 30 millions de paramètres, je pense qu'il faut à peu près 500 heures sur un GPU pour les entraîner. Et donc du coup, on a accès, je crois que moi j'ai entraîné sur 32 GPU, je pense. Enfin, genre 20 modèles en parallèle, chacun sur 32 GPU. Et en un jour ou en 2 jours, j'avais tous mes résultats là, pour faire des validations croisées. Donc ça, c'est pour l'aspect R&D et apprentissage des modèles. On s'est basé sur ce cluster-là, GENSE. Et ensuite, après, nous, à l'IGN, on a un petit réseau en fait, de cartes graphiques. Donc on a quelques dizaines de cartes graphiques, là, type de 32 Go de RAM. Là. Et donc on les a mises en commun aussi. On a créé notre réseau, là, une technologie là, qui s'appelle Slurm, là, qui permet de mutualiser en fait, les ressources GPU. Donc ce n'est pas du tout la même échelle, on a quelques dizaines. Donc ça nous sert à faire les inférences, les productions des produits. Tout ce qui est détection et inférence, ça prend pas beaucoup on le fait en GPU, ça prend pas beaucoup de temps. On peut entraîner quelques modèles, mais quand on veut justement passer à l'échelle et faire beaucoup de calculs, là pour l'instant la solution, c'est le cluster national, la GENSE, du GENSI. Eh bien, merci, et encore bravo pour tout le travail. Je mets les images pour les questions. J'en profite, j'avais plein de questions. Et je me demandais si les transformers, ça a pris, du coup, en parlant de temps d'entraînement, est-ce que ça prend beaucoup plus de temps que les lunettes? Et aussi, est-ce qu'en augmentant les données qu'on lui donne, par exemple par rapport au jeu de données de challenge et tout le jeu de données complet, est-ce qu'on voit les perfs augmenter avec la quantité de données ou ça reste... augmenter avec quoi? Avec la quantité de données qu'on utilise pour entraîner les transformers, typiquement, plus on leur donne des données... Alors là, pour la fin de la question, le défi scientifique, là, on a une version des données qu'on n'a pas mis à jour, en fait. Donc nos améliorations sur les données, on ne l'a pas répercuté dans le challenge, parce qu'on l'a fait qu'une fois pour l'instant. Les transformers, nous, on l'a fait juste via le défi, donc c'est les gens qui ont entraîné. Je pense que c'est à peu près le même nombre de paramètres. Je dirais que c'est plus le pré-entraînement en fait, qui fait qu'on apprend plus vite, on a besoin de moins d'époques, plutôt que la complexité en fait, des infrastructures. Du coup, je pense que c'est plutôt ça le fait. Quand on a commencé à pré-entraîner, on avait besoin de quelques dizaines d'époques, sinon c'était quelques centaines d'époques en fait. Et si vous avez des questions, je suis sur le stand IGN à peu près toute la journée. Il y a des données à regarder sur Nantes et Rennes aussi.